Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il reste encore beaucoup de questions ce matin à la Grand-Combe dans le Gard. C'est non loin de là, sur un chemin isolé, que le corps de Siem a été retrouvé sur les indications de son meurtrier présumé. Ce délinquant multirécidiviste de 39 ans est passé aux aveux. Il parle d'une dispute autour d'une relation amoureuse, liaison que réfute l'avocat de la famille de l'adolescente. Le dénouement tragique de cette affaire est en tout cas un choc pour les habitants. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Stéphane Burgat. Ébranlés par la nouvelle, les habitants de la vallée ne cachent pas leur colère. Oh, ça m'inspire du dégoût. Aussi jeune fille, c'est malheureux. Le fait d'y penser déjà, ça fait mal. Tandis que les proches de Siem se réunissent dans une salle communale non loin. Sur la place de l'église de la Grande-Combe, les discussions sont animées car la lycéenne était un visage connu ici. Ça a touché tout le monde. Elle était connue, cette petite. Son frère déjà tenait un truc de poulet. On la voyait passer. Elle travaillait chez Domino's aussi. On se dit que du jour au lendemain, on la verra plus. C'est pas juste 18 ans, elle avait plein de choses devant elle. Un peu plus bas, des parents se dirigent tête basse récupérer leurs enfants à la sortie de l'école. L'horreur est bien réelle, se désole ce père de famille. Comme on dit, ça a passé l'écran de télévision, quoi. C'est à côté de chez nous, puis on ne s'imagine pas que ça peut arriver aussi rapidement, etc. Il n'y a pas d'autre mot. Voyez là, je vais récupérer mes enfants. Je suis compatis pour la famille. On ne peut pas l'imaginer. Voilà. Mais ce drame était-il évitable? Certains s'interrogent car le principal suspect devait être jugé aux assises cette semaine dans une affaire de homejacking en attente depuis plus de 10 ans. La Grande-Combe, Stéphane Burgat, Europe 1. La réforme des retraites, Elisabeth Borne n'a pas l'intention de faire machine arrière malgré la contestation. La première ministre s'en est expliquée hier soir sur France Télévisions. Si Elisabeth Borne ouvre la porte à des aménagements sur l'emploi des seniors et les carrières longues, elle n'entend pas retirer cette réforme des retraites. Une réforme des retraites, c'est un effort collectif qu'on demande aux Français. Moi, j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas. Et que si l'on ne fait rien, ça veut dire qu'on sera amené demain à baisser les pensions, à augmenter massivement les impôts, les cotisations, à casser la dynamique de création d'emplois dans le pays. Donc c'est baisser le pouvoir d'achat et augmenter le chômage. Elisabeth Borne hier soir sur France 2, la chef du gouvernement qui compte ses soutiens ce matin alors que sa cote de popularité s'effondre dans les enquêtes d'opinion. 23% des Français seulement déclarent lui faire confiance. Sondage publié ce matin chez nos confrères des Échos. Elle a reçu au moins celui d'Édouard Philippe. Cette réforme est nécessaire, défend l'ancien locataire de Matignon. Analyse bien différente du côté de l'opposition et des syndicats. Rien de nouveau pour le président Les Républicains Éric Ciotti. La droite plus très sûre de voter la réforme comme un seul homme. Une demi-douzaine de voix pourraient manquer dans les rangs des Républicains. Du côté des syndicats, on est très remonté. L'exercice de pédagogie de la Première ministre a manifestement irrité le leader de la CFDT. Laurent Berger appelle à amplifier la contestation. On a l'impression de revivre la conférence de presse du 10 janvier. En fait, la conférence de presse qui présentait la réforme des retraites pour les nuls, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bougé. On a le sentiment qu'entre-temps, il ne s's'est pas passé un mouvement social d'une grande ampleur avec les manifestations les plus nombreuses depuis le début des années 90. Des gens qui s'expriment sur leur travail, leur besoin de reconnaissance, leur besoin de respecter leur intégrité physique et psychique au travail. Enfin, c'est ça qui est présent aujourd'hui dans les manifestations. Dans ce pays, il y a une opinion majoritairement opposée à cette réforme et on n'en a pas parlé. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il est 7h05 sur Europe 1, un sommet en pleine guerre. L'Europe et l'Ukraine ont rendez-vous à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission et une quinzaine de commissaires seront reçus par le président Volodymyr Zelensky. On va parler de guerre, bien sûr, mais surtout de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Une vaste opération main propre est en cours à tous les étages du pouvoir, économique et administratif. Un gage de bonne volonté de la part du chef de l'État ukrainien qui veut plus que jamais accélérer le processus d'intégration. Je pense que l'Ukraine mérite de commencer cette année les négociations concernant son adhésion à l'Union européenne. C'est seulement ensemble, avec une Ukraine forte et une Union européenne forte, que nous pouvons protéger la vie à laquelle nous tenons. Volodymyr Zelensky, l'Ukraine, il en a été question hier à l'Elysée. Rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Paris souhaite impliquer davantage Israël dans le conflit, William Molidier. Oui, depuis un an, Israël freine des cas de fer lorsqu'il s'agit de livrer des armes à Kiev et refuse de choisir son camp. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la minorité russe très influente en Israël et les menaces qui pèseraient sur les juifs de Russie en cas d'engagement hostile au Kremlin. Israël ne veut pas non plus se fâcher avec Moscou pour ne pas perdre son accès au ciel syrien. Tel Aviv a pu conduire des opérations militaires aériennes sans que la Russie n'active ses systèmes solaires. Mais cette posture apparente de neutralité est sur le point de basculer en cause l'implication grandissante de l'Iran au
côtés des Russes. La grande puissance chiite offre ses drones kamikazes au Kremlin, des drones qui pourraient demain venir frapper la Terre Sainte. Sans compter le programme nucléaire iranien, menace existentielle pour Israël. Le conflit israélo-iranien pourrait donc se jouer par procuration sur le sol ukrainien. Dans la balance diplomatique, Benyamin Netanyahou espère qu'Emmanuel Macron inscrira les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, ce que le président français est réticent à faire, du moins pour l'instant. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Les techniques d'espionnage n'ont plus de limite. Aux États-Unis, un ballon espion chinois a été découvert hier par le Pentagone en survol dans le ciel américain. Et on apprend ce matin que le Canada est placé en alerte. Un deuxième ballon survolerait son espace aérien. On va vous raconter cette histoire entièrement tout à l'heure dans le journal de 8h. Il vole au-dessus des lignes aériennes, ce ballon bien mystérieux. Venons-en au vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. On s'intéresse aujourd'hui au complotisme. Que reste-t-il des philosophes des Lumières en 2023 ? On a posé la question à ceux qui les étudient, les adolescents. Rousseau, Diderot, Voltaire, est-ce que ça parle encore aux jeunes ? Benjamin Péter est le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Eh bien, il est allé le vérifier devant plusieurs lycées toulousains. Alors oui, il y a ceux qui sèchent. Franchement, ça m'évoque rien. Le concept ne me parle pas. Il y a aussi ceux qui confondent avec les frères Lumière, les inventeurs du cinéma, mais ça c'est loin d'être la majorité. Devant le lycée des Arènes, proche du centre, pour Elisa et Maël, le contrat social, l'esprit des lois, ça a du sens. Pour moi, l'esprit des Lumières, c'est comme une réforme de l'esprit de la société. Je pense à l'encyclopédie. Diderot et d'Alembert, ouais. Voilà. Ces gens-là, ils avaient compris que la connaissance, c'était une grosse clé pour comprendre ce qui se passait autour de nous. Ça évoque l'évolution de la manière de penser, l'évolution de la vision de la femme aussi. Olympe de Gouges qui a rédigé la déclaration droits de la femme et de la citoyenne, c'était beaucoup inspiré des pensées des Lumières. Autre quartier plus populaire, devant le lycée Rive-Gauche Mirail, Fatia est consciente que tout son quotidien est inspiré des Lumières. C'est grâce à eux aujourd'hui que la France elle est comme ça maintenant, qu'on a des droits quoi. On peut les remercier. C'est comme une maison, il y a les bases d'abord. Mais ça c'est la même chose, c'est les bases de la France. Mais si la plupart y voient une base de pensée, beaucoup trouvent ça un peu daté, comme Auguste. C'est le début de la liberté en soi, mais les temps ont évolué. La liberté qui s'estimait à l'époque des Lumières, si on la mettait maintenant, on trouvait ça vachement autoritaire je pense. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. Voilà, à propos des Lumières. Mais justement, on va en parler dans un instant avec un historien des Lumières. Qu'aurait-il pensé, Diderot ou Voltaire, de la conviction qui s'installe, c'est 16% des jeunes, que la Terre est plate, par exemple. Mais il y a d'autres choses assez étonnantes. Plus de 3 jeunes sur 5 croient que le mauvais œil, ça existe bel et bien. Le retour de la sorcellerie aussi. Voilà pour le programme. Cet historien s'appelle Pierre-Yves Beaurepaire. Il est avec nous dans un instant. Merci beaucoup, Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko.